C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un projet qui nous tenait tous vraiment à cœur. On attend Monsieur Lafare, comme vous en doutez, qui se fait un petit peu désirer. On va l'applaudir quand il va arriver. Bien. Merci beaucoup d'être là. Raphaël Harry, brillant étudiant, qui était comme vous, des petits cons de première année, a brillamment réussi son année et il a préparé avec moi ce concours. Alors nous attendions celui que vous connaissez, il est là, il est dans les locaux, il arrive tout de suite. On va procéder au tirage au sort. Donc, pour l'ordre de passage des candidats, et il y a notre prof d'allemand cette fois-ci qui arrive d'ici une quinzaine de minutes, elle viendra nous rejoindre. Elle ne sera peut-être pas au premier, mais dès le deuxième, elle sera là pour compléter l'équipe. Raphaël Harry restera et sera dans le jury pour aussi apprécier la qualité quand même des prestations. Bonjour, moi c'est Andrea Bossetti et mon sujet c'est, bien grand les oreilles, atouts et ambitions géopolitiques et stratégiques atouts et ambitions stratégiques et géopolitiques de Melun dans la reconquête hégémonique de la France au Moyen-Orient. Comment j'ai ressenti le concours des Moselles. Quand on m'a annoncé qu'il y avait un concours, j'étais très motivé, plein d'enthousiasme. J'avais envie de montrer à tout le monde mon habileté à manier la langue française et un jour tout a basculé. J'ai tiré mon sujet. Comment vous dire? Le ciel m'est tombé sur la tête. J'étais désarmé, désemparé. Et puis j'ai commencé à travailler sur mon sujet. Et l'influence de la France au Moyen-Orient, qu'en est-il aujourd'hui? On ne peut pas dire que la France actuellement soit une puissance majeure, un acteur international de premier plan au Moyen-Orient, une région très complexe d'un point de vue géopolitique et stratégique. A priori, on ne peut pas penser qu'elle ait une carte à jouer. D'ailleurs, le monde occidental en général ne dispose pas d'une influence très importante dans cette région du monde. Ainsi, comment ne pas être autrement que pessimiste quand on pense à la place de la France au Moyen-Orient? Toutefois, la France dispose d'une botte secrète, d'un atout. Cet atout, vous l'avez deviné, c'est Melun. Cette charmante bourgade de la région parisienne, à 50 km d'ici, forte de ses 60 000 habitants. Alors vous allez me dire, Melun. La force de Melun, ce n'est pas son université, bien que ce soit une antenne de l'université Paris-Assas. Ce n'est pas son équipe de foot. Ce n'est pas non plus les quelques célébrités locales. Non, la force de Melun, quelle est-elle? Sa botte secrète. Eh bien, messieurs, dames, c'est le brie de Melun. Parfaitement. Vous avez très bien compris, un fromage. Le brie de Melun, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ancêtre des fromages français. Le brie, en général, vient de Melun. Effectivement, s'il s'appelle brie en référence à la région, il a d'abord été créé sur les plaines de Melun. Ainsi, Melun, aujourd'hui, tient une place forte dans la production de fromage en France. Et qui dit fromage en France, dit fromage dans le monde. Ainsi, Melun jouit non seulement d'une place majeure dans la production fromagère, mais aussi d'un rayonnement international. Melun,
tout le monde le sait, une place forte du tourisme en France. Au diable Saint-Tropez, au diable Deauville, au diable Megève, Melun est the place to be. Vous me direz, quel est le lien entre le Moyen-Orient et Melun? Le fromage et Melun. A priori, cela semble totalement décousu. Pas de lien, on se demande ce que vient faire le fromage là-dedans. Eh bien, sachez, messieurs, dames, que la région du Moyen-Orient est une des régions qui consomme le plus de fromage au monde. En effet, les Émirats Arabes Unis, on note une consommation de fromage de 40 kg par habitant et par an. Et c'est là où Melun va jouer un rôle stratégique. En effet, même s'il nous faudra des années pour conquérir ce marché, en inondant le marché petit à petit de brie de Melun, ce fromage si goûtu à la croûte brune dont tout le monde vante les mérites, malheureusement trop méconnu en France, en inondant le marché, Melun, cette petite bourgade de la banlieue parisienne, inconnue pour la plupart de nous tous, va ouvrir la porte à ses concurrentes et à ses partenaires. Ainsi, Melun, même si jamais elle ne dominera le Moyen-Orient, permettra à la France de prendre une place de choix, dans cette région du monde. Ainsi, grâce à notre fromage, nous allons pouvoir imposer peu à peu notre modèle culturel. Ma foi, quelle est la meilleure arme que ça pour conquérir le Moyen-Orient? Ainsi, nous pourrons dire, dans quelques années, quand notre fromage nous aura permis de replacer notre influence au Moyen-Orient, et cela sans armes ni haine ni violence, que Melun a été le pilier de cette histoire, a été l'initiateur de toute cette reconquête. Ainsi, j'ai envie de vous dire, la reconquête hégémonique de la France au Moyen-Orient, il ne fallait pas en faire tout un fromage. J'ai envie de dire, à propos du fromage, c'était brillant. Je peux ajouter un anecdote que c'est la bonne pâte. C'est une bonne prestation sur le plan technique, la chute est pas mal. Ce que je regrette, c'est que ça manque parfois un peu d'humour dans le corps du texte. Surtout pour le premier des candidats, qui a fait en plus un effort vestimentaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Arriver quand même en 2013 dans une école de commerce à faire parler de Melun, je trouve que c'est déjà une belle performance. Et il y a un bon fil conducteur, une bonne argumentation, une bonne chute. Alors ce que du coup je propose, c'est qu'on réfléchisse plus tard aux notes, parce que ça va être difficile peut-être de l'attribuer comme ça à chaud la note, donc il va falloir un peu comparer aussi avec les autres prestations. Après tout, vous êtes en concurrence, messieurs. Bien. Bravo! J'ai un sujet passionnant. Je pense que je serais peut-être mieux de le découvrir avant que vous teniez à ce que je vous donne maintenant. Je me connais, mais... Très bien. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quelque peu délicat, qui m'est plutôt difficile d'aborder.
difficile à aborder. Je t'appelle comment? Ouais, Clara. Tu sors. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'une légende. De la légende. Celle de l'ESG. J'entends bien sûr par là, mesdames et messieurs, que je vais parler aujourd'hui devant vous et devant lui. Donc, devant vous et devant lui, de François Lafargue. Encore une fois, je voudrais... Ah, sorry. Bon. Imaginons, tentons un instant de nous mettre dans la peau du personnage. Nous entrerons alors dans le vif de mon sujet. Et je vous prie de m'écouter et surtout de ne pas dormir, parce que sinon, c'est zéro. Si j'étais François Lafargue, je pourrais déplacer, et ce, d'une forme plus simple, une rangée d'élèves entière. D'ailleurs, ceux qui sont au fond là, devant. Si j'étais Monsieur Lafargue, je pourrais séparer une mère d'élèves en deux, et ce, sans être bousculé, et juste par ma présence dans le ESG. Si j'étais Monsieur Lafargue, je verrais d'un seul regard, sur l'amphi, tous ceux qui grattent sur leur copier. Je vous ai vu dessiner tout à l'heure, monsieur Ancelin. Ouais, il faut tuer les coqs afin de faire taire les poules. Comme le résumé du sujet. Si j'étais Monsieur Lafargue, encore une fois, je pourrais vous montrer d'un coup de baguette l'étendue de mes connaissances et vous illuminer de ma sagesse. Et enfin, si j'étais Monsieur Lafargue, je saurais résister au charme d'une sirène qui serait arrivée par hasard en retard et qui, de sa voix blanche, me dirait « Je suis désolé, monsieur ». Même si elle est sucrée comme les lisigrosses. Non, excusez-moi. La proximité, vous savez, c'est la légende quand même. Même si elle était sucrée, donc je disais, comme l'élixir de Satan, ou encore la femme qui rappellerait au mal leur fonction primaire, je n'en aurais que faire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne trompe pas, Monsieur Lafargue. Ma colère est digne du démon. La sirène de Miami, ou un Apollon descendu de l'Olympe, tous me craignent. Je suis une légende. Même Monsieur Gutmann aurait du mal à me résumer. Et Monsieur Ancel ne pourrait que m'approcher. Pourquoi? Ça doit être la question que vous vous posez tous ici. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Il faudrait presque les tambours, hein? Alors pourquoi? Eh bien, parce que j'y prends du plaisir. Mettez-vous à ma place. Vous pouvez avoir devant vos yeux une bande d'ados prépulaires, pitoyables, complètement tétanisés à l'idée de venir en cours. Et croyez-moi, ça fait du bien de se sentir respecté. Lesquels d'entre vous, par exemple, pourraient prétendre avoir déjà circulé dans les couloirs de l'ESG sans jamais être musculés? Allez, osez. Personne. Mais d'autres questions doivent se poser, n'est-il pas? Comme pourquoi vous n'étiez pas à la soirée d'Indien, monsieur? Tout simplement parce que je brille beaucoup plus fort que les lumières du showcase. Vous devez avoir une question, vous aussi. Allez, quelqu'un? On ne respecte pas la consigne, et ben on sort tous une feuille, et c'est zéro d'office. Vous savez, je vois, j'entends, et je sais ce que vous pensez de moi. C'est un tyran! C'est le seul prof qui arrive à se faire respecter à l'ESG. Ou encore, vous êtes le tortionnaire de l'ESG, monsieur. Vous êtes adorable. Ça va dans votre cœur. Mais non, vous devez comprendre une chose. Si je fais tout ça,
c'est uniquement parce que je vous aime. Toi, là-bas, tu n'es pas venu devant. Je vous aime tous. Et si je suis si dur avec vous, si j'en parle autant à vous rendre la vie en cours impossible, parce que j'adorerais que vous ayez un souvenir de moi. Je veux marquer votre vie. Je veux faire partie de ces personnes exceptionnelles qui font évoluer les choses. J'ai tant d'amour, de tendresse, certains diraient de chocolat, pour vous. Oui, même toi, Stéphane. Voilà qui je suis réellement. Voilà qui il est réellement. Notez bien ceci. Avant de faire une ultime chose, je vous demanderai, en m'applaudissant par rapport, d'applaudir ce professeur, si affectif soit-il, ainsi, s'il vous plaît, que l'équipe qui m'a accompagné, c'est-à-dire Xavier de Fontaine, Alexandra de Vaublanc, Hippolyte Thiberge, Antoine de Mereuil et la compagnie de toutes les personnes qui portent le papillon. Ouais. Dernière chose. En classe 1, Grégoire Agasse, présent. En classe 3, Vincent Rogendon, non, absent. En classe 5, Frédéric Ancel, absent. En classe 7, Stéphane Ancel, absent. Et en classe 8, François Lafargue, absent. Je rappelle, c'est la cour demain. Pas grand chose à dire, non. Ça donne envie. Je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment envie d'être François Lafargue. En même temps, tant d'amour. On ressent ça quand même. C'était pas simple comme présentation. T'as pas eu en plus beaucoup de temps pour le faire. Et c'était hardi et avec beaucoup de tempérament. Donc voilà, j'ai apprécié. Que dire de plus? Belle prestation, bravo, j'aurais pas osé, franchement. Personne n'aurait osé, je pense. En tout cas, surtout pas avant les essais. Et donc bah, voilà, bravo encore une fois. Arrive en cours de route, Cécile Reimer. Bravo! Avec son charme de ton, son autorité germanique proche d'allemand, va un peu mettre de l'ordre dans tout ça et va participer avec grand plaisir à la suite de ce concours. Quelle classe. Posez pas comme ça tout le temps en cours. En plus, je suis sûr que vous aurez plus de succès. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sacha Elbaz, je suis en classe 5 et mon sujet c'est où est le centre du monde. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour la première fois de ma jeune carrière à l'ESGLS de l'autre côté du pupitre. J'y ai souvent rêvé d'être à cette place en vous voyant, parce que les membres du jury. Et il faut dire qu'il y a un monde entre y penser et le faire. Il est certainement plus simple d'être à votre place au centre de l'amphithéâtre, mais bon, la vue, elle est pas mal ici. Le centre de mes préoccupations ces derniers jours a été le sujet que j'ai tiré d'une main peu innocente
il y a plus d'une semaine maintenant, où est le centre du monde? À la vue de ce sujet, les clichés sont bousculés dans ma tête et j'ai réalisé l'immensité de la question. La première réponse qui m'est venue à l'esprit, vous la connaissez tous, je suis le centre du monde. Cette réponse, pour le moins non nihiliste, n'est pas si anodine et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Tout d'abord, pour aborder sérieusement la question, il faut d'abord définir de quel monde nous voulons parler. La première signification du mot monde est son aspect géographique. Le monde, notre planète Terre, la sphère bleue, quel est son centre? Étant une sphère, son centre est le point qui lie tous les autres points du monde à une même distance. Son noyau. Avec une température variant entre 3500 et 5500 degrés, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait visité. Si on considère les graduations géographiques du monde, le point de coordonnées 00 est placé en pleine mer à 600 km des côtes de Guinée. Là aussi, je ne pense pas qu'il y ait tout à cet endroit. Mais d'un point de vue surface, tous les points du monde sont au centre de celui-ci. Mais cela, les planisphères en sont tous les points du monde sont au centre de celui-ci. Les planisphères en sont la preuve. Chaque État place son État au centre de celui-ci. Voilà. Je suis vraiment désolé, il a... Ah, mais c'est fait exprès, je suis sûr. Je connais son gars. Il arrête de crâner avec les cheveux aussi. Chaque État place au centre du monde son État sur le planisphère. On pourrait penser que cela est une stratégie tout à fait chauviniste, mais elle est tout à fait légitime. Tout le monde pense que le planisphère où la France est au centre du monde et le planisphère classique. Consultez un planisphère australien et vous verrez, vous serez terriblement troublés. L'annonce que je vais vous faire maintenant va peut-être vous flatter, mais elle n'est que pure vérité. Vous êtes donc, tous autant que vous êtes ici, le centre du monde. Restez humble, ce n'est pas la peine de se vanter. 7 milliards de centres du monde, cela fait quand même beaucoup. Il faut rajouter à cela tous les déplacements de centres du monde, ce qui ferait évidemment une infinité de centres du monde. Le cliché le plus classique sur la question du centre du monde est Jérusalem. En est-elle réellement le centre? Incontestablement oui, elle est le centre du monde religieux. Jérusalem est le symbole des 3 religions monothéistes. Pour les Juifs, elle fut la place des 2 temples, résidence de Dieu sur terre, et la place actuelle du mur des lamentations. Pour les chrétiens, elle est le symbole de la vie de Jésus-Christ et on y trouve aussi l'église Saint-Sépulcre. Pour les musulmans, enfin, cette ville représente le point de départ de l'ascension nocturne de Mahomet. Elle abrite aussi la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, le 3e lieu saint de l'islam. Le monde religieux connaît donc son centre. Passer d'un monde à un autre n'a jamais été aussi facile que maintenant. Prenons l'exemple du monde économique et cherchons son centre. Longtemps, New York a été le centre de l'économie mondiale, la place boursière la plus puissante du monde, le siège du FMI, les World Trade Center ont fait de New York le centre du monde économique. Mais depuis 2008, ce centre ne se-t-il pas dépassé? Frappé par une crise économique sans précédent, New York est concurrencé par des villes aux accents asiatiques. La Chine, qui était aux abonnés absents durant de nombreuses années, d'un point de vue économique, se voit pousser sur le devant de la scène. Shanghai et Pékin deviennent peu à peu les centres du monde économique. Les changements de centre dans les différents mondes sont donc fréquents. De quel autre monde pouvons-nous parler? Le mien, le tien, le sien? Avec plus ou moins de facilité, tout un chacun partage son propre monde avec autrui. Chaque individu se façonne un monde propre à lui-même, lequel est modernisé, amélioré à chaque instant. Le centre de celui-ci est très aléatoire, d'un monde à l'autre. Chaque personne choisit librement d'y placer ce qu'il trouve le plus important au centre du monde. La famille, l'amour, la religion, les passions, les loisirs, les connaissances. Tant de différents thèmes qui se retrouvent au centre du monde de chacun. La croisée de ces différentes personnes qui ouvrent leur monde aux autres constitue les différentes cultures de notre monde, celui qui est commun à tous. Avec tous ces différents mondes et les suppositions que sur chaque centre de ces mondes, la question est totalement laissée libre à un autre monde, l'imaginaire. Ce dernier, si personnel et incontrôlable, est une option pour l'homme pour tenter de répondre à de multiples questions. Une des certitudes que l'on a eues lors de ces 10 dernières minutes est que j'ai été le centre d'attention de tout le monde. Merci de votre attention.
a eu deux exemples avant qui étaient assez humoristiques. Un concours d'éloquence, c'est ça aussi. C'est un discours qui a du fond et qui a de la forme aussi. Et donc peut-être que plus tard, vous aurez encore d'autres discours un peu plus lyriques et thématiques. Donc merci de ta prestation. C'est pas le sujet le plus évident et ça dit c'était bien construit. Voilà, c'est évidemment quand on revient après le sujet de l'ami de François, les amis de François, c'est un peu délicat. Non mais c'est vrai, t'as raison. C'est un sujet qui n'était pas facile, traité de manière plus intellectuelle, plus philosophique. Donc ça montre qu'il y a un effort de préparation, c'est incontestable. Et vous avez éduqué un peu la facilité, voilà, dire. Moi je m'attendais, le centre du monde, c'est l'ESG, voilà, le school. Voilà, on a eu un travail beaucoup plus charpenté, c'est clair. Alors je tiens tout d'abord à féliciter mes collègues d'avant, c'était très très bien. Et je tiens à commencer par un refrain que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt à l'église, j'ai couru. Parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire notre prière du soir. Un très grand homme. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, fidèles, fidèles, merci à tous d'être venus voir le grand prophète. Je suis la voix et la représentation idéale de notre grand Seigneur. Mais malheureusement, je vais vous parler de quelque chose de terrible. Je vais vous parler de quelque chose qu'aucun homme ne peut connaître, hormis moi. Je vais vous parler de choses si terribles qu'aucun scénariste japonais n'a pu l'imaginer. Je vais vous parler de choses aussi horribles que Christine Boutin et Frigide Bardot réunis en une seule. Ça fait vraiment froid dans le dos. Je vais vous parler. Malheureusement, pas de la tournée française de Céline Dion, désolé mesdemoiselles, et désolé messieurs, mais je ne vais pas parler du remake américain de Mon curé chez une nudiste, qui est quand même un très très grand film. Mais malheureusement, je vais vous parler du 31 décembre. Non pas du nouvel an, mais malheureusement, quelque chose qui va arriver bientôt. La fin du monde, la fin de notre humanité, le jugement dernier, le Ragnarok, le déluge, les séismes, les tsunamis, tout. La fin de toute espérance sur Terre. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Et c'est pour ça que vous êtes là ici, c'est pour assister à la conférence. Cette conférence, c'est moi qui l'ai créée, bien sûr, car j'ai la réponse à tout. Donc s'il vous plaît, n'allez pas voir nos amis témoins de Jéhovah et nos voisins scientologues, car évidemment, ils vont vous dire qu'ils ont la réponse à tout ça grâce à leur petit prospectus tout en couleur. Et j'ai malheureusement une petite histoire à vous raconter quand j'étais à l'USG. J'ai quitté l'USG il y a 1 an, c'est une très très bonne école. Donc c'est grâce à elle que j'ai pu devenir grand prophète, grâce à ces masters spécialisés là-dedans, on est très connu pour ça. Et j'ai eu un professeur quand j'étais en première année. Je ne sais pas si vous le reconnaître, plutôt beau gosse, il porte bien le costume. Et donc, dans sa matière qui est très intéressante, bon, sa matière sert plus à savoir raconter des choses dans un dîner mondain que devenir un grand journaliste. Je ne dirai pas son nom, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, il m'a fait passer un prospectus sur les témoins de Jéhovah en cours.
Je ne sais pas si c'était pour nous embrigader dans cette secte, je ne sais pas s'il en fait partie, mais en tout cas, il nous a parlé de la fin du monde dans ces prospectus, et on y voyait des choses terribles. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais bon, il y avait des robots, des séismes, des dieux qui arrivent sur Terre pour détruire tout le monde. Mais je suis là pour vous ouvrir les yeux, pour vous dire exactement ce qui va se passer. Malheureusement, excusez-moi, malheureusement, nous sommes dans un pays qui actuellement va tomber dans une crise économique très puissante. Tout d'abord, on va commencer par une révolution sociale. Le prolétariat et les nobles vont alors s'assembler pour former qu'un. Ils vont alors tous s'assembler pour mettre un terme à l'Assemblée. Malheureusement, toute espérance politique va vouloir s'enfuir. Ils vont d'abord commencer par piller les caisses de l'État, tout comme Jean-Louis Borloo, mais lui, malheureusement, va commencer à piquer les caisses de l'État. Bon, c'est autre chose, hein, les Borloo, les Beaujolais. Donc malheureusement, nous n'aurons plus d'argent et plus de temps. Mais j'ai la solution à tout ça. C'est alors que je vous invite à un stage que j'ai créé. Solution ne coûte pas très cher, hein. Il va coûter 50 000 €, ça va durer 2 mois. Je vais vous apprendre à vivre en milieu hostile, à creuser, à créer des cabanes, à pouvoir vivre dans un milieu où il n'y a plus d'espérance de vie. Donc vous suivrez avec moi, on ira à Fontainebleau, ensuite au Bois de Boulogne, on ira faire les cons un petit peu, mais aussi on va bosser un petit peu parce que le stage coûte un peu cher. Mais surtout, le plus important, hormis d'avoir la panoplie du très bon survivant, il faut malheureusement, je dis ça parce que bon, ça coûte un petit peu cher, mais il va falloir acheter des bunkers. Oui, les bunkers c'est très important parce que bon, du fait que vous ayez appris pour la panoplie du très bon survivant et apprendre à faire des cabanes et à faire un Mac, malheureusement si vous ne survivez pas à cette météorite qui va tous nous tuer, il faut investir 50 000 € par personne dans un bunker. C'est super, hein, jacuzzi, stéréo, wifi, des photos de moi sur les murs, c'est vraiment cool. Hein. Mais malheureusement, tout ça n'est qu'un coup. Mais j'ai pensé à mes amis les plus pauvres, ne vous inquiétez pas. Seulement pour 25 000 € par personne, vous pourrez vivre dans la cave. Des bunkers des plus riches. Non, c'est super sympa, 15 000 carrés, un trou pour pisser, des photos de moi toujours, une cloisonne faite en toile, vous pourrez vivre à 20 000 €, je pense, hein, si vous vous tassez tous. Enfin, en tout cas, j'en serai là. Je serai là pour vous, je vous guiderai, tout ça avec la foi. Et en tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir été là. Ça me fait chaud, quoi, en tout cas. Et je tiens à vous féliciter de m'avoir écouté et surtout de vous dire qu'il y a un petit open bar juste après pour vous tous. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et bonne chance pour mon prochain collègue. Voilà. J'ai oublié de dire, parce que ma femme trouve que c'est un peu draconien de faire ça, mais lorsque tout le monde aura payé pour le stage, il va falloir malheureusement que je sélectionne parmi vous. Donc je ne prends pas les femmes depuis 40 ans, vous les hommes, je vous besoin d'un CD, d'une lettre de motivation, une dissertation sur la 5e République et également une photo de votre femme, on ne sait jamais. Hein. Allez, à tous. Non, c'est un petit côté migrant comme ça. Bonjour, je m'appelle Charlotte Cathy, je suis en classe 5 et si Dieu n'existait pas, faudrait-il l'inventer? Mes frères, mes chers camarades, je suis ici pour vous parler d'une question existentielle. Vous êtes sûr, Dieu existe, j'en suis persuadée, et vous devez croire avec moi. En effet, un monde sans Dieu ne serait que chaos, ne serait que désillusion. Vous verrez, après la mort, vous n'existeriez plus, vous serez mangé par les vers. Quelle abomination, ce serait horrible. Alors que Dieu, c'est la révélation, c'est l'illumination. Il vous permettrait de dépasser vos attentes, de réaliser vos plus grands rêves. Allons, vous ne pouvez pas croire qu'il n'y a rien. Vous ne pouvez pas croire que personne n'est au-dessus de vous. Nous ne sommes que des masses informes qui n'avons pas d'idées propres. Nous devons être guidés. C'est pour ça que je veux vous parler de Dieu. Je suis sûre qu'il existe, qu'il est avec nous. Bon, ça, on pourrait le croire.
Mais en fait, Dieu, c'est surtout un concept, justement pour nous guider. C'est surtout un truc économique pour nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Parce que toutes les iconographies qu'on vend, tous les pèlerinages, ça coûte de l'argent et ça rapporte de l'argent. Toutes les quêtes, c'est merveilleux, ça permet de gagner beaucoup d'argent à l'église, à tout. Mais maintenant, la question existentielle, la deuxième, c'est surtout de savoir si vraiment Dieu existe. Mais à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'il pourrait être viable? Ça, c'est la vraie question. Donc, j'ai pensé à plusieurs théories. Tout d'abord, on peut voir que tout au long de l'histoire, il y a eu des monothéistes et des polythéistes. Donc, polythéistes, bien sûr, c'est polythéistes. Donc, plusieurs dieux. Donc, on va voir, il y a eu les Grecs, les Romains, il y a eu de magnifiques civilisations. Donc, on peut se demander, est-ce qu'ils avaient des dieux? Mais sincèrement, vous verriez, vous, avec plusieurs dieux, ou alors un dieu qui serait schizophrène et qui se serait dédoublé en plein d'autres dieux, qui serait chacun un élément, une roche, un arbre. Vous verriez, ce serait horrible, ce serait trop compliqué. Qui choisir, quel est le plus fort, faire un petit duel pour voir qui est le meilleur. Et même, on peut voir que dans les relations que les dieux ont entre eux, c'est absolument abominable. Il y a des incestes, Zeus qui va voir partout ailleurs, il fait quelque chose, Héra, elle est frustrée, elle veut bannir tous les humains qui ont rencontré Zeus. C'est absolument catastrophique. Je pense que c'est vraiment pas la meilleure manière de créer un monde. Ensuite, il y a les monothéistes. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est ce qui est le plus répandu de nos jours. On peut se dire que ça va être plutôt viable. Et sincèrement, vous verriez, vous, avec un Dieu qui vous regarde tout le temps. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez rien faire. Il a été créé dans le seul but de vous regarder tout le temps. Même aux toilettes, tout le temps. Il n'a que ça à faire de son éternité. Il vous regarde tout le temps et il vérifie que vous fassiez les bonnes choses. C'est catastrophique. Qui voudrait vivre dans une religion pareille? Ce serait un régime de la terreur. Mais en même temps, il y a des avantages. Si on fait des bonnes actions, on va au paradis, c'est merveilleux, la vie est belle. On vit pour tout le reste de l'éternité. Et c'est très bien. Mais il y a des défauts, en plus d'être un voyeur, c'est un psychopathe. Il tue ses enfants. On peut voir que par exemple, il a tué son meilleur prophète, Jésus, ou son fils, ça dépend des religions. Il l'a tué. Juste pour prouver à l'humanité qu'il était gentil et qu'il voulait les sauver. On se dit, c'est génial, c'est notre abruti qui est mort. Nous, on va dire. Ouais, sauf que 5 pages plus loin dans la Bible, il dit qu'on est tous ses fils. Ça veut dire qu'il est capable de tous nous suicider. C'est assez embêtant. Et en plus, il nous fait tous mourir juste pour nous avoir à sa gauche. C'est pas génial. C'est un peu égoïste, un peu précis. Mais bon, on peut dire que l'éternité, ça vaut bien ça. Donc pourquoi pas. Après, on peut voir les dieux qui ont été inventés dans les films. On peut voir dans L'Autobus, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une super référence. On peut voir que c'est un dieu qui a été créé comme dans une entreprise et que c'est à la fois le ménager, le directeur et que c'est génial. Il donne son pouvoir à des abrutis qui sont en manque d'amour. C'est très bien. Ça crée des cataclysmes absolument abominables. Mais ça peut être pas mal. Ça crée un dieu humain sympathique. Après, on peut partir dans les théories un peu spéciales. On peut inventer le fait que ce soit des extraterrestres qui soient venus et qui aient mis les humains sur Terre. Ça peut être bien aussi, hein, pourquoi pas? Pourquoi ils l'auraient fait? Bon, pourquoi pas? Pourquoi ils nous auraient pas dérouillés? C'est pas grave, on oublie. C'est pas très grave. Non. Moi, ce que j'aimerais aussi vous parler, c'est surtout de ma religion. Je sais qu'elle n'est pas très étendue, je sais qu'elle n'est pas géniale, elle a des petits défauts, mais moi, je veux vraiment vous parler. Moi, je crois au Père Noël. C'est vraiment le meilleur Dieu du monde. Il est tout rouge, il est tout boursouflé. C'est génial, il est hyper mignon, il est tout rose barbe. C'est trop bien. Tout le monde y croit. Qui n'a jamais cru au Père Noël quand il est petit, qui apporte des cadeaux? C'est génial. Bon, c'est vrai que ça coûterait cher de lui envoyer des lettres. Je sais pas si vous avez déjà envoyé des lettres en Alaska. Il faut beaucoup de temps. Beaucoup. Donc, ça coûterait relativement cher. Il y a aussi le petit problème du fait que si on n'a pas la même langue et s'il n'arrive pas à déchiffrer ce qu'on a écrit, on peut avoir des petites surprises. Qui n'a jamais été déçu en ouvrant ses cadeaux à Noël? Sauf, bref.
Imaginez une petite fille qui demande « Cher Père Noël, j'aimerais une Barbie ». Le lendemain, elle se réveille, elle est barbue. Il a mal lu, il n'a pas compris, je sais pas, c'est pas top. Imaginez aussi qu'il y a des problèmes, qu'il utilise Google Traduction parce qu'il ne parle pas d'autre langue. Imaginez le problème que ça peut faire. Imaginez toutes les désillusions de tout le monde. On peut pas dire que Google Traduction comprend vraiment la phrase qu'on veut dire au départ. Imaginez qu'on veut dire « je veux grandir de 20 cm ». Ce qui peut être logique si on est petit peu compensé. Imaginez qu'on se réveille, qu'on a 20 ans de plus. Imaginez la galère. Ce serait horrible, juste parce qu'il a mal compris ou qu'il a mal lu, qu'il n'a pas eu le temps que vous écriviez mal. Ce serait horrible. Mais je pense quand même que c'est le meilleur Dieu. Le Père Noël, en plus, il est rouge, ça rappelle Coca-Cola, c'est la nourriture, c'est la nourriture. Non, c'est vraiment le meilleur. En plus, on peut le voir, quand on a la star à la table, on pourra faire peut-être des vidéoconférences ou le voir par Skype, ce sera pas mal, avec le progrès de la solaire. Donc, non, vraiment, croyez-moi, le Père Noël, c'est vraiment le meilleur Dieu possible. Imaginez. Bon, après, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut, mais surtout, c'est croire en soi et croire au Père Noël. C'est assez remarquable. Ça, c'est vraiment... Et à la fois, il y a la technique, mais aussi le fond. Il y a l'humour et tout ça. Vous avez fini sans moi? Est-ce que vous avez fini sans bonjour, donc je m'appelle Maxime Argentin. J'ai eu la chance, l'honneur de tirer le sujet comment et pourquoi Châteauroux. Là, clairement, c'est difficile parce que si géographiquement, comme moi, vous n'êtes pas trop calé, on va dire, à la base, vous ne savez pas trop où c'est. Je croyais que c'était un écrivain au début. Et après, on m'a dit que c'était une ville, donc voilà. Je cherche un peu sur Google, je tape Châteauroux. Et puis il faut savoir que les premiers liens qui s'affichent, c'est pas Wikipédia, c'est pas des magnifiques photos de la ville, c'est la gare de Châteauroux. Pendant 3 pages Google, c'est la gare de Châteauroux. Donc c'est super sympa, hein, superbe gare. Bon, voilà, c'est la gare. Bon, comme je suis un élève studieux, je me suis fait un petit voyage improvisé à Châteauroux pendant mon week-end de 30 jours, là, super sympa. Donc je vous raconte un peu ce super voyage. Donc bizarrement, pas trop de mal pour réserver un billet, hein, un billet complet. Limite, c'était le wagon privatisé, génial. Et puis donc voilà, avec quelques heures de train, j'arrive à la gare de Châteauroux, la fameuse. Il ne m'avait pas menti, superbe gare. J'ai pas été déçu. Hein. Donc après, je prends un taxi. Magnifique Peugeot 206 encore, avec ses pointes à 20 km/h et tout dans le virage. Je me demande ce que je vais faire à Châteauroux. Donc Châteauroux. Donc je visite le château. En passant par l'hôtel, quelques heures plus tard, je me retrouve au château. Je visite un peu les lieux et après avoir retrouvé une barrière rouge, je tombe dans une pièce où il y a des gens qui crient mon nom. Alors je leur précise que je ne m'appelle pas du tout Dégage connard, mais que je suis juste là pour la visite. Et je continue ma visite, voilà, tranquille. Je ressors quelques minutes plus tard, un peu déçu quand même. J'ai peut-être mis 5 minutes à visiter le château de Châteauroux, donc c'est la principale attraction de la ville, donc après on n'a plus grand chose à faire. Donc je vais à l'hôtel pour voir un peu ma chambre, tout ça. Donc le room service comprend vite que je ne suis pas un faux mince mais un vrai lourd. Parce que j'ai demandé à changer 2 fois de chambre pour ne pas avoir la gare de Châteauroux en face de ma fenêtre. Parce que la moitié des chambres ont la gare de Châteauroux en face de ma fenêtre. Donc voilà, c'est pas top. La nuit
pas arriver à Châteauroux, tous les extras sont plein roue. Donc là, je tombe dans une boîte qui s'appelle Pourquoi et comment Châteauroux. Le top, je suis super content. Je me dis que je vais enfin pouvoir trouver des gens qui partagent ma passion de Châteauroux. Et donc je rentre là, direct sur la piste de danse, on voit un bulldog qui fait une piste d'épilepsie. Je n'ai pas tout de suite compris, donc je demande à quelqu'un à côté ce qui se passe. Il me dit qu'en fait c'est pas un bulldog, c'est juste la danse locale, il n'y avait pas les coutumes. Ah, c'est super. Hein. Et donc voilà, je passe une bonne soirée, je rencontre des gens bizarres, c'est dépaysant. Et puis donc je vais voir le barman pour un peu faire un sujet, quoi. Je veux bien que j'ai des choses à dire. Donc je vais voir le barman et je lui demande, donc oui, il a l'air un peu limité tout ça, donc je reste simple. Je lui pose juste à moitié la question, pourquoi Châteauroux? Et il me répond, pourquoi pas. Voilà. Très satisfait de cette réponse que j'aurais pas trouvée moi-même. Je reprends la route de l'hôtel de Chèvre, voilà, que j'avais trouvé dans le coin de la rue, hein, pourquoi pas, Châteauroux. Donc le lendemain matin, pour marquer le coup, nous décidâmes, moi et ma chèvre, nous deux décidâmes, d'aller voir Depardieu, né à Châteauroux, et il donnait une conférence, voilà. Il était dans la ville, donc il donnait un discours très attendu, surtout par les gens qui l'attendent. Donc après, j'écoute son discours, un super bon discours, et après je vais le voir et pour engager la conversation, j'entame avec une question assez simple. Quel a été le rôle le plus marquant de votre carrière, Obélix, Cyrano ou Homer Simpson? Imaginez ma surprise quand il m'a dit qu'il n'avait pas joué Homer Simpson. Gros étonnement. Donc, deuxième question, la deuxième partie du coup de mon sujet, je lui demande comment Châteauroux. Et il me répond que il parle un peu bizarrement, mais il me répond qu'il va bientôt sortir d'Anton et que j'ai l'exclusivité, tout ça, donc je suis super content, sauf que je me rappelle quand même que le film est sorti dans les années 80 et que c'est pas vraiment la réponse à la question. Enfin bref, il commençait à m'appeler ma couille, alors je me suis dit qu'il était temps de courir très vite. À cette île tout étant, même si à ce jour, la question pourquoi et comment Châteauroux n'a pas de réponse, une question tout aussi intrigante brûle les lèvres, et je vais vous la poser à tous d'ailleurs. Châteauroux, mythe ou réalité? Voilà. Non mais bravo, en plus c'est vraiment de l'humour, en tout cas, essayez. Non, parfois ça fonctionne pas, mais voilà, il faut prendre des risques pour de temps en temps que ça réussisse et chapeau parce que c'est pas évident. Vraiment, on a pris des risques là-dessus. Je précise simplement que la boîte comment et pourquoi Châteauroux, la boîte de nuit à Châteauroux, c'est une boîte échangiste. J'aimerais bien que tu me dises un petit peu plus comment ça s'est passé. Pas avec la chaise, j'ai pas de saisi, Alors bonjour, c'est Sandra TTA et mon sujet c'est dans la vie, faut-il faire ce que l'on aime ou être aimé pour ce que l'on veut? Oui, alors je n'ai toujours pas compris, mais sur mon savait moi non plus. Mais j'ai essayé de travailler dessus quand même. Alors, pour celle-ci, j'ai demandé à un ami de mon staff. Alors, en fait, il m'a demandé, est-ce que tu fais ce que tu aimes? Je lui ai dit, bah oui, je le sais, parce qu'en me réveillant le matin, je suis motivée, on peut partir là-dessus. Mais il m'a dit que ma réponse n'était pas assez originale. Donc, je lui ai demandé, et toi, est-ce que tu préfères faire ce que tu aimes ou être aimé pour ce que tu fais? Il m'a dit, je préfère me contenter de contenter les autres. Donc, je me suis dit,
En venant à l'ESG, on a passé un concours. On a pris la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on a pensé à nous-mêmes et pas aux autres. On a préféré prendre la place des autres. C'est une forme d'égoïsme, mais peut-être qu'on a protégé les autres, peut-être qu'ils n'étaient pas faits pour venir ici. Donc peut-être que l'égoïsme est une forme de protection. Instinctivement, les gens font ce qu'ils aiment. Par exemple, pourquoi est-ce que tous les étudiants vont à la soirée dentée au lieu de réviser la compta? Ils font ce qu'ils aiment, c'est instinctif. Ça donne aussi de l'énergie, ça donne du sens à notre vie. Par exemple, un livre, L'Alchimiste de Paulo Coelho, raconte l'histoire d'une personne qui a tout lâché pour suivre son rêve et partir à la conquête d'un trésor. Donc oui, ça lui a donné une raison de se lever le matin. Et puis, ça l'a rendu heureux, à condition que sa conquête soit fructueuse. À chaque fois qu'il trouvait des indices, qu'il sentait qu'il s'approchait de son but, on voulait qu'il réussisse. Et il était de plus en plus persuadé qu'il allait y arriver. On accepte plus facilement l'inconfort quand on fait ce qu'on aime. C'est plus facile à vivre. Et aussi, il ne faut pas oublier que faire ce que l'on aime, c'est un choix de liberté propre à notre société. Partout, on ne peut pas faire ce que l'on aime, on n'a pas ce choix. Dans beaucoup de pays, on ne fait pas ce que l'on aime. On n'a pas ce choix. On sait que nos ancêtres se sont battus pour ça. Faire ce que l'on aime, c'est un peu rendre hommage à ces personnes. Ils se sont battus pour l'abolition des privilèges. Maintenant, on a le choix, on peut faire ce que l'on aime. On doit le faire. Faire ce que l'on aime, ça sous-entend aussi d'être épanoui. Si on fait ce que l'on aime, on va se sentir mieux dans notre peau. Et du coup, on va peut-être attirer plus de monde vers nous. Les gens aiment les personnes épanouies. Notamment ceux qui partagent cette passion. On va bien s'entourer. Donc, certes, on aura préféré faire ce que l'on aime, mais on ne sera pas totalement pas aimé. Et puis, cette passion peut être communicable. Par exemple, notre cher prof de puissance émergente nous communique sa passion à travers ses cours, et puis c'est pour ça qu'on est aussi emballé d'étudier la Chine. Choisir d'être aimé pour ce que l'on fait, c'est un choix d'assurance. On sera aimé, et en plus, on sait que notre activité est valorisante. Je cite, être aimé, c'est se sentir justifié d'exister, de ça. Ou encore, l'amour et la fête sont une sécurité face au monde. Je sais pas. Être aimé, ça peut être déjà un résultat en soi. Certaines personnes veulent être aimées, et c'est comme ça qu'ils y trouvent le bonheur. C'est vrai que ça valide ce que l'on fait. On sait que ce que l'on fait est approuvé par une partie de la population. Et ainsi, on sait que notre activité sera perpétuée. Si on choisit de faire ce que l'on aime, on peut finir par ne pas trouver de résultats, de finir par manquer de courage. Alors que si on sait qu'on est aimé pour ce que l'on fait, on sait que ça garde l'activité pérenne, on sera toujours encouragé. Il y aura toujours des personnes pour suivre ce que l'on fait, parce qu'on est aimé, notre activité est valorisée. On sait que le flambeau sera repris par quelqu'un. Et puis, faire du travail ce que l'on aime, ça peut nous faire perdre le plaisir de faire cette chose, justement. On l'a fait plus par amour, ni par passion, on l'a fait par travail, parce qu'on est obligé de le faire. Par exemple, on peut aussi être malheureux de faire quelque chose pour l'amour des autres. Prenons par exemple des enfants qui font ce que leurs parents veulent qu'ils fassent. Bon, ils vont le faire pour rendre fiers leurs parents et peut-être parce qu'ils pensent être aimés comme ça. Mais eux ne seront pas heureux. Mais le meilleur, ce sera la conciliation des deux. Faut-il faire ce que l'on aime ou être aimé pour ce que l'on fait? Cela dépend. Selon qui? Selon quoi? Faut-il? Est-ce que c'est le résultat? Est-ce que le résultat qu'on attend, c'est le bonheur? Ou est-ce que c'est le choix le plus sage? Il faut savoir si on cherche la reconnaissance des autres ou le bonheur personnel, le bien-être. On sait aussi que les deux peuvent être facilement conciliables. C'est un cercle. On fait ce que l'on aime, donc on est passionné, donc on est épanoui. Donc on peut bien s'entourer. Voilà. La conciliation des deux serait idéale. Voyez mon staff par exemple. Il est très heureux de m'aider, ça se voit. Et puis,
Par exemple, Ansel Junior, on voit qu'il est passionné par ce concours, il est content de l'avoir fait. Et puis il sera aimé quand il aura déclaré la place en finale. C'est une belle performance, et puis un dynamisme dès le début à la fin, essayer de capter presque sans note, de capter un public, voilà, pas évident. Et la quintessence du sujet, si je disais concilier les deux, c'est le prof de l'EG. Je sais pas si vous-même on a aimé pour ce qu'on fait, n'est-ce pas François? Je commence à comprendre. Bonjour à tous, donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Paul Mirabel et je suis en première année. Faut que je vous avoue quelque chose, je pense que ça va en choquer plus d'un. Paul, c'est pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom, c'est Paul-Henri. Mais tout le monde m'appelle Paul, de 1 parce que Paul-Henri Mirabel, ça rentre pas sur le copie double. Et de 2 parce que c'est dégueulasse. Mais bon, j'aurais pu avoir un prénom pire, hein. J'aurais pu m'appeler, je sais pas, Stéphane Ancel par exemple. Non, c'est une blague. Stéphane Ancel, c'est un très beau nom. Ça fait un peu comme pour enfants, genre Ansel et Gretel et tout, mais. Non, t'as d'insulter mes parents, s'il te plaît. Je vous avoue que je suis un peu stressé de passer devant tout le monde parce que j'ai préparé mon sujet hier soir. Et donc, comme je vous le disais, je suis en première année à l'ESG. Et une des principales raisons qui m'a motivé pour rejoindre l'école, c'était la meuf super bonne que vous pouvez voir ici. Mais je pense qu'on me l'a mise un peu à l'envers parce que ça fait 2 mois que je suis ici, je l'ai toujours pas croisé dans la couloir. Non, pour revenir sur mon prénom, je voulais juste mettre une petite parenthèse, c'est que quand ma mère a vu mes notes au bac, elle s'est dit qu'elle aurait dû m'appeler Paul Emploi au lieu de Paul Henri, parce que ça collait avec le personnage. Sinon, pour revenir sur mon sujet, c'est croyez-vous qu'il y a un bonheur qui ne se paie pas? J'ai toujours pas la réponse. Hein. D'ailleurs, j'aurais bien aimé être là le soir où ils ont choisi les sujets parce que je pense qu'ils n'ont pas bu que de l'eau, parce que c'est vraiment un sujet pas facile. Et donc, pour répondre à la question, je vais vous parler du bonheur. Donc, c'est assez vaste comme sujet, mais moi, je vous l'avoue, quelque chose qui me procure du bonheur, c'est le foot. J'adore, j'ai une passion pour le foot. Un beau but de Raphaël Nadal dans les arrêts de jeu, je kiffe. Et j'ai toujours aimé faire du foot pour être taillé en A comme les footballeurs professionnels. Bon, ça n'a pas marché, je suis plutôt taillé en I maintenant. Donc, c'est pas. Voilà. Après, à la question est-ce que le foot est un bonheur qui se peut ou pas, j'aurais tendance à dire oui, parce que ça m'a coûté 75 € le maillot du PSG et 15 € l'abonnement à Canal+. Donc, je pense que oui. Mais après, il y a vraiment un truc qui me choque dans le foot. Je pense que vous les avez déjà tous vus, c'est les questions à la mi-temps des matchs. Je pense que niveau questions pourries, ils sont bien loin. La dernière fois, je suis tombé sur une question, c'était avec quoi joue-t-on au foot? A, un ballon, B, une raquette. Donc là, même Franck Ribéry, je pense qu'il aurait pu répondre. Et il fallait, pour valider son choix et gagner une voiture super pourrie, il fallait envoyer Pigeon au 38-48, donc Pigeon au 38-48. Mais ce que je voulais vous dire sur ça, c'est que j'ai oublié d'ailleurs. Mais oui, vous devez mettre des questions comme ça dans vos QCM. Je ne sais pas si vous imaginez les questions téléfoot dans les QCM de M. Lafargue. Par exemple, quelle est la capitale de la Chine? A, Pékin ou B, Marrakech? Là, on aurait tous des super notes, je pense. Pas sûr. Non, c'est pas sûr.
je suis assez jeune, donc j'écoute du rap, du bon gros rap du 93, genre Florent Pagny, Mozart, Lady Gaga, c'est plutôt mon truc. Mais après, est-ce que la musique c'est un bonheur qui se fait? J'aurais tendance à dire non, parce qu'à part les papis de 60 ans qui achètent les packs, les éditions collector de Céline Dion, je pense que personne achète de la musique de nos jours. Hein. Mais d'ailleurs, en parlant de musique, on m'a fait croire cette semaine que Johnny était mort, le chanteur. Bon, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à me faire à l'idée. Il y a un mec qui n'a pas compris là, justement. Mais donc sinon, pour revenir sur le rap, vu que j'écoute ça, il y a un truc qui me fait beaucoup rire chez les rappeurs, c'est leur clip. Je pense que vous avez tous vu un clip de rappeur. La dernière fois, je suis tombé sur un clip, le mec arrivait en moto devant chez lui, et il y avait 10 meufs qui sortaient, qui disaient « Avant le boum, monsieur, allez là !» Moi, je pense que c'est du mytho, parce que je suis arrivé ce matin à 8h devant le LG, il n'y a aucune meuf qui est sortie pour faire ça. Donc, je pense qu'on prend un peu pour des cons, mais voilà. Et aussi, ce qui est marrant avec les rappeurs, ce qui me fait beaucoup rire, c'est leurs paroles. Donc, j'ai pris 2 citations sur le bonheur, une d'un artiste connu, enfin je ne le connais pas, mais il est connu, et une autre d'un rappeur. Donc celle de l'artiste, c'est le bonheur est un festin de miettes, donc on voit que c'est beau, enfin, festin, miettes, c'est recherché. Et une autre de La Fouine, fait tout seul à la recherche du bonheur, nique sa mère, la Légion d'honneur. Pour ceux qui ne savent pas, une rime riche, c'est quand il y a plus de 2 syllabes qui se ressemblent dans un mot. Donc là, entre bonheur et honneur, je pense que c'est une rime multimilliardaire. Et c'était pas très clair, mais j'espère que vous avez votre propre opinion sur le bonheur. C'était pas un sujet facile, hein. J'aurais pu avoir un autre sujet comme, je sais pas, un truc bien chelou, et si vous étiez une chaussure par exemple. Et je pense que si je vous avais parlé de chaussures pendant 15 minutes, ça vous aurait un peu lassé. Ils sont tous là, je les appelle Mike Philippe. Je voudrais les remercier parce qu'ils m'ont pas du tout aidé à faire le spectacle en fait. Ils jouent à FIFA pendant que je visais, donc voilà, et merci à tous en tout cas. Bravo. Très belle prestation et beaucoup d'humour. Je pense qu'on se reverra plus tard. Merci. La caricature du loser. Ça a commencé quand Monsieur Ancel, dans son cours, parlait de la question de la femme pendant la Révolution. Et il parle de l'honneur de Gouges, déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté. Et il dit que c'est le texte le plus symbolique pour la question de la femme à cette époque. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le discours sur le bonheur de Madame Duchâtelet. Parce que je l'ai étudié au bac. Et, comme un autre texte, l'Ode à Cassandre de Pierre de Ronsard, eh bien, je suis tombé sur un sujet. Je suis un crayon. Et donc, pour m'exprimer là-dessus, j'ai décidé d'écrire un texte poétique. Non, je n'accepterai pas cette réprobation. Je me battrai pour vous reconquérir. Avez-vous donc perdu la raison? Exquise, esquisse. Des heures durant, troublé, j'ai caressé vos formes et contours. Admiratif de vos moindres courbures, j'en suivais les détails, les ombres, les dimensions. Je vous ai offert une gamme de couleurs étendues. Je vous ai célébré en rouge-gorge, bleu vermeil. Vous fûtes aussi vivante qu'un arc-en-ciel flamboyant. Et désormais, tout ceci ne serait qu'un simple brouillon, un papier usé, crayonné, gribouillé, bon à jeter dans une corbeille de bureau. Eh bien, je n'accepte pas cette éjection. Je la refuse,
Je m'insurge, et j'en appelle à la trousse que je détrousse ce pognon. Que diriez-vous de la participation de la gomme? Sa plasticité gommerait les traits de ma mine trop grise à votre goût. Hélas, vous ne voulez plus rien de moi. Vous n'attendez plus rien de nous. Vous avez décidé seul, grisé par les avances de Monsieur Montblanc et ses écrins luxueux. Vous avez succombé à son encre bleue intense. Vous vous y êtes découverte, dénudée même. J'ai conscience qu'il vous brûle aujourd'hui de jeter notre œuvre à peine ébauchée dans une corbeille à papier et d'y laisser l'artiste dont vous vous êtes placé. Il est vrai que je ne suis qu'un simple crayon, humble et laborieux, et la mine parfois trop grise. Ensemble, pourtant, nous avons partagé le meilleur et le pire. Il m'est arrivé de vous rater, déformer, reformer. J'avoue avoir péché quelques heures avec mes sculpteurs ou taille crayon. Cela vous a touché, blessé? J'ai reconnu mes erreurs. Néanmoins, sachez que je ne me consacre qu'à vous depuis des mois, fidèle et soucieux de ne répondre qu'à vos désirs. Mais rien n'y fait. Vous voulez partir, me quitter. Sachez toutefois que sans moi, votre destin s'achève. Ceci n'est pas une menace. Je partage avec vous simplement mon inquiétude et vous alerte. 4 coups de crayon vous mirent au monde. Si jeune dans votre émergence, agréable, étourdi, qu'aucun tableau, qu'aucune fresque, qu'aucune aquarelle ou peinture au couteau sans moi ne peut naître. Sans moi, vous errerez dans le cosmos, sans support, ni calme, privé de destin. Et ce n'est pas Monsieur Montblanc qui pourra quelque chose. Son écrin et sa plume sont inadaptés à vos désirs les plus jaillissants. Je suis et je reste le crayon de votre existence. Il y a une très bonne discussion. Très bonne discussion. C'est synthétique, c'est ramassé, mais d'abord, non, c'est bien. C'est bien. Tout à l'heure, c'est vraiment un exemple, un très bel exemple de ce recherche aussi. Parce que c'est bien d'être drôle, etc. Mais là, il y a vraiment l'éloquence. Et je trouve ça vraiment beau. Franchement, bravo. En termes de séduction, rien de mieux que tous deux. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Janicki, je suis en classe 5 et aujourd'hui mon sujet c'est si Dieu existe, quelle est son excuse? C'est une citation reprise à Woody Allen. Donc première chose que je me suis dit en voyant ce sujet, pourquoi chercher une excuse à Dieu? Dieu après tout est décrit par la majorité de la population comme étant quelqu'un, ma foi, d'irréprochable. C'est vrai, c'est à peu près la seule personne que l'on connaît qui, alors qu'il mourrait, a pardonné ses agresseurs, ses assassins. C'est un homme qui a donné de son temps pour les autres, qui a été généreux. Alors, pourquoi aller chercher une excuse, dites-moi? Malheureusement, c'est mon sujet, donc je vais devoir m'y coller. Mais qui dit excuse, dit nécessairement reproche. Donc, je vais... Alors que M. Vergès, Jacques Vergès, l'avocat le défunt, s'était fait l'avocat du diable, moi, je vais me faire, non sans prétention, l'avocat de Dieu. Je vais essayer de lui trouver une excuse ou un reproche sur lequel je peux le défendre. Premier reproche auquel j'avais pensé, c'était son absence. On reproche souvent à Dieu de ne pas être là, dans notre société moderne. Il me savait tout que j'avais manifesté. Personne, un matin en ouvrant sa porte, n'a vu Dieu. Personne. Personne n'a pris de photos avec lui, personne ne s'est affiché sur son compte Facebook, Twitter ou je ne sais quoi avec lui. Et oui, mais cependant, Dieu est présent d'une autre manière parmi nous.
Il est présent grâce à son esprit. Regardez les gens qui viennent témoigner des fois, qui disent « Grâce à Dieu, j'ai surmonté telle épreuve, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Grâce à l'amour que je porte à Dieu, j'ai pu combattre le mal, j'ai pu faire ce genre de choses. » Eh bien, nous avons ici la preuve que Dieu est présent, même spirituellement, parmi nous. Donc, nous pouvons déjà bannir ce premier reproche. J'ai continué de chercher, puisque bon, des reproches à Dieu, on fait quand même un sacré paquet. Et le second reproche qui m'est venu en tête, c'est l'abandon des hommes. Oui, on dit souvent que Dieu nous a abandonnés. La semaine prochaine, on a le contrôle en puissance émergente, et même si je prie toute la semaine et que je me ramasse un 5 au final parce que j'aurais pas étudié, est-ce que je peux mettre ça sur le compte de Dieu? Est-ce que je peux oser faire cela? Non. Pourquoi? C'est tout simplement lâche le comportement. C'est renier son libre arbitre. C'est lâche, c'est faire crier Jean-Paul Sartre. Lui à qui le libre arbitre était si cher. Nous ne pouvons pas nous défaire comme ça de nos responsabilités. Il faut assumer nos actes. Si demain je ne réalise pas et que je me tape un 5, ça sera pour moi. Je ne peux pas accuser Dieu. Et puis également, agir de l'absence, relier ses responsabilités, c'est retourner à un instinct primitif, un peu animal, mais puisque si un homme se défausse de son libre arbitre, la seule chose qui lui reste, cher auditoire, c'est son instinct. Et qu'est-ce qui caractérise avant tout l'animal? C'est son instinct. C'est bien ça la seule différence entre l'homme et l'animal. Troisième commun, avant de l'aborder, donc passons outre toutes les idées qu'on peut avoir sur Dieu. Troisième le commun, un qui peut sûrement vous choquer, je pense, il va peut-être faire crier, la création du mal. Pourquoi, si Dieu existe, tolère-t-il le mal? Il a créé le mal et le tolère, ou une autre hypothèse, le mal est plus puissant que Dieu et à ce moment-là il cohabite. Bonne question, je vais revenir donc à la première hypothèse que j'ai formulée. Dieu a créé le mal, certes, et il le tolère. Pourquoi ne nous a-t-il pas délivré du péché originel? Pourquoi ne nous a-t-il pas lavé de cette blessure qu'Adam a affligée à tous ses descendants lors de la chute? Pourquoi n'a-t-il pas fait cela? C'est inacceptable, certes. Nous avons donc notre reproche. Et bien maintenant, je vais donc, même si je ne pense pas avoir suffisamment de compétences en droit pour le faire, je vais tenter de défendre mon client. Eh bien, Dieu a créé le mal pour votre bien. C'est entre guillemets un bien pour un mal. Pourquoi? C'est assez étrange. Le mal donnerait un sens à notre vie. Je m'explique. Je ne dis pas que nous devons faire le mal. Je dis plutôt que nous devons lutter contre celui-ci. Lutter contre tout ce qui est les petites imperfections, les difficultés de la vie. Lutter contre la difficulté, c'est ça le mal. Et c'est ça que Dieu met en avant. Il nous teste. Mais pourquoi? Parce que la beauté de ce monde réside avant tout dans son imperfection. Demain matin, si je me lève, prenons un exemple. Je me lève demain matin et je me dis chouette, il ne va rien se passer dans ma vie. Pourquoi me lever? Pourquoi ne tout simplement pas rester au lit et attendre que les choses se fassent? Pourquoi, si tout était gratuit, si tout était donné aux gens, pourquoi prendrions-nous la peine de travailler, de suer pour notre salut? Pourquoi réviserais-je mes partiels alors que je pourrais tout simplement aller voir Monsieur en scène et lui demander gentiment de mettre un vin au partiel? Ça serait plus qu'un bonus culturel, ça serait un cadeau, même plus. Comme je l'ai dit, la beauté réside dans ces choses. C'est un mouvement, c'est le mouvement permanent que nous faisons, c'est cette sueur que nous devons dépenser, c'est cette sueur que Dieu à laquelle Dieu nous confronte qui rend notre vie intéressante. Ces petites épreuves, ces petits titillements de la vie qui rendent notre vie intéressante. En conclusion, mesdames et mon cher auditoire, nous avons donc trouvé un reproche à Dieu. Le reproche, c'est ce mal. Mais sachez avant tout que son excuse, c'est votre bonheur. Une réelle forme de conviction, on va dire de l'enthousiasme, et une bonne évolution également, c'est bien. Je trouve que ça respirait réellement l'intelligence, presque un peu à l'ancienne dans les discours, voilà, avec une gestuelle qui ne vous aura pas échappé, qui fait partie de la force de conviction, et c'est pas du tout évident d'allier le discours où
langage corporel, donc vraiment pas du tout, et ça m'a presque convaincu de pardonner la cuisine. Ton vol, c'est pas bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous préviens, monsieur Ancel, monsieur Lafare, je vais raconter les faits tels qui se sont passés, le public a le droit de savoir. Peuple de l'ESG. La semaine dernière, il était environ 23h, François Lafare et Stéphane Ancel frappent à la porte. Très bien, je me dirige vers la porte, donc je leur ouvre. Ils me demandent si on peut discuter, je leur dis oui, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Mais où est Frédéric Ancel? Alors son frère me répond oh non, tu sais, il est encore en train de taper sur un dictateur sur Fun Radio. Très bien, d'accord, on va je les laisse rentrer quand même, on va pas laisser ces deux professeurs sur le pas de la porte. Donc Stéphane Ancel s'installe sur mon canapé. Après s'être assis sur mon canapé, il me dit Valentin, je vous en supplie, je vous le demande à genoux. Personne ne veut mettre du bonus culturel dans son sujet. Personne ne veut parler d'auteur, personne ne veut placer de citation, alors je t'en supplie, parle du bonus culturel. Tu peux même appeler ça BCG si tu veux, ça fait vraiment sympa. Bon, très bien, je lui dis d'accord. Monsieur Lafare y ajoute, après s'être assis à côté de monsieur Ancel sur le canapé, il ajoute Valentin, tu sais à quel point j'adore la Chine. Alors, moi je ne te le demanderai pas à genoux, mais je vais te le demander quand même. S'il te plaît, place-le dans ton sujet, je t'en supplie, il faut absolument que tu le mettes, c'est hyper important, je tiens vraiment à ce que tu en parles. Situation embarrassante, vous connaissez très bien ces deux professeurs, on ne peut rien leur refuser. Dans ce cas, je leur dis bien écoutez, j'essaierai de mettre une petite phrase sur la Chine et de placer un petit peu de bonus culturel. Sur ce, ils sont partis, j'ai commencé à écrire mon discours. Vous allez voir, messieurs, c'est assez subtil. Alors, on peut bien vos oreilles. Bon, alors, mon sujet, je vais quand même vous le donner. Alors, on est en 2090. Je suis le seul rescapé de la Terre. Je suis récupéré par le capitaine Tong Tong Tu, un jeune explorateur d'une exoplanète, et je me dois de lui raconter ce que fut la Terre au XXIe siècle. Monsieur Tong Tong Tu, cette Terre, si riche, si envoûtante, qui nous a tant apporté, a connu un siècle sans précédent. Le XXIe siècle, il est long, il est vaste, il est complexe. Tout vous résumer serait une vraie plaie. C'est pour ça que je vous ai sélectionné quelques pays clés. Un monde où seuls les innocents capitulent. Aussi terrifiant soit-il, un monde où seuls les imbéciles triomphent. Je vous fais le récit, mes chers amis, de ce que fut le siècle du bouleversement. Un homme, aveuglé par sa puissance, perdit toute rationalité en vue de se venger. Se venger de qui? De quoi? Pourquoi? Vous le comprendrez bien assez tôt. Assis devant moi, apparaît sur le bureau, il brandit son intelligence et proclama BCG. Insouciant de sa soumission, il se définit ni plus ni moins comme un vulgaire savant. Les terriens, petits êtres insignifiants, manipulés par un système qui les dépasse, se sont vus pardon, j'ai perdu mon fil, excusez-moi. Se sont vus séparés dès leur plus jeune âge de ce que certains appellent la liberté. Un homme, un discours, les voilà tous sacrifiés. Sacrifiés au nom de quoi?
Maintenant, on va parler de la Chine. Alors, en une phrase, la légende leur a dit avant moi, la Chine, un pays trop grand pour un monde trop petit. La Chine, cet État loin d'être amusant, les droits de l'homme bafouant, le communisme pavanant, mais surtout ce business exacerbant. Pour un monde tremblotant face à ce mastodonte si puissant, si seulement les gens avaient écouté les cours de Monsieur Lafare, si envoûtant, si captivant, si brillant, si décoiffant. Il ne serait pas là-bas vociférant. Avec la Chine, ça y est, je crois qu'on peut enfin écrire notre testament. Juste à côté, il y a ce pays. Ce pays qui continue au XXIe siècle de penser qu'il dominait sans partage du pétrole à l'espionnage, a appliqué à ses dépens la célèbre citation d'un poète autant adulé et vénéré que détesté: sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule. En effet, de l'autre côté du Pacifique, un État qui est loin de l'être, s'autoproclamant gendarme du monde, mais d'en demeurant pas moins immonde, je veux bien sûr parler de l'année 2033, à Bonzakawa, où là-bas ils ont vu tous ces pandas, symboles de pureté, de fraternité, de liberté. Bref, tout ce que vous voulez. Ce pays, vous l'aurez compris, ce sont les États-Unis. En 1969, un homme avait dit: c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Monsieur Tonkon-tu. L'ironie du sort, dans cette histoire, c'est qu'au XXIe siècle, l'humanité n'a pas tellement avancé. Guillaume Dujardin et Alexandre Polican qui m'ont bien aidé pour... Non, c'est très bien, c'est vivant, il y a une bonne chute. J'ai connu ce ton-tu, c'est ça? Je suis sûr qu'on connaît un autre. C'est une bonne prestation sur le plan technique, sur le fond et la forme. Une bonne éloquence, ça me paraît ça. Vous dites ça parce que j'ai parlé de la Chine? Non, d'ailleurs, il y a une erreur. La citation, c'est pas la Chine, qui est trop grand dans un monde trop petit, il est si petit. Soyons précis. J'ai voulu apporter ma touche à la citation. Ok, je me souviens plus de cette soirée. J'avoue que mais bon, on reste bons amis. Quelques seuls bureaux sur quelque chose. Mais je tiens à dire que je ne suis pas comme ça. Mais c'était bien, il y avait une grande aisance. Et puis voilà, ça confirme, ça conforte aussi ce qu'on avait vu je crois, depuis le début. C'est vraiment très très bien. Et puis il y a aussi un public réactif. Ça fonctionne très bien. Et c'était tout à fait vivant en plus. Je suis client. Oui, mais plus sérieusement, c'est vrai que je suis assez surpris du contraste entre parfois vos travaux courts, vous êtes assez réservés, très timides, etc. Je ne parle pas du fond, ça c'est trop de la forme, et puis là où on a quand même des gabarits. Je vous embauche pour le prochain exposé.
assisté, qui est d'un très bon niveau jusqu'à présent. Il n'y a pas de. Si ça se tient, c'est pas évident justement de connecter à cette Que dire de plus, ouais, c'est ça. Belle prestation, bien joué. Et j'aurais bien aimé voir ce qu'elle a dans ce bureau. Je m'appelle Julien Manuel, je suis en classe 5 et mon sujet est, écoutez bien, sur l'utilité générale et particulière de l'ornithorynque dans la lecture darwinienne. Donc ouais, je suis sûr que ça passionne presque personne ici, hein, même celui qui l'a écrit. Déjà moi. Ouais, voilà, je suis sûr que ça passionne beaucoup. Je crois que ça devait être la soirée là. Il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Mais alors, avant de me questionner sur l'utilité d'ornithorynque, passionnant, j'ai décidé de me questionner sur l'utilité de ce sujet dans ce concours. Parce que l'ornithorynque, qui est un animal fort sympathique au demeurant, est-il réellement un animal intéressant pour faire un concours d'éloquence? Eh bien oui, mes camarades, il l'est. Il suffit le temps d'ornithorynque d'être ignoré, méprisé et rejeté. Il y en a assez, comme disaient certains Marseillais à Cancun, il y en a assez, comprenez-moi. Fermez les yeux et imaginez, nous sommes en Australie, sur les berges du fleuve Pututukumbu. Là, un fier animal se dresse devant vous, c'est l'ornithorynque. Dès les premiers regards, vous êtes frappé par le charisme qu'il dégage. Des petits yeux malicieux comme des Kit Kat Balls. Un bec si puissant qui fait de l'ornithorynque la terreur de la faune insectoïde. Un pelage si doux et soyeux que Brigitte Bardot a commandé toute une portée pour l'hiver prochain. Et son poison contenu dans ses griffes acérées rivalise de toxicité avec les moustiques les plus exotiques. Bref, vous l'aurez compris, la bête est féroce. Dans ce pays où tout a évolué pour l'Ural, tout, l'ornithorynque est sans doute la plus grande menace. Il n'a aucun prédateur dans cette terre, vous les voir. Non, plus sérieusement. Un animal qui tient à la fois du castor pour sa queue, du canard pour son bec, qui bien que mammifère pond des œufs, et à l'instar des êtres rampants, peut distiller du poison dans la chair des adversaires, nous mène à penser que Dieu est un toxicomane. Hashish, cannabis, LSD, crack, acide, héroïne, cocaïne, anesthésieur pour cheval, que sais-je encore, si ce n'est que la dose devait être sacrément forte. Les premiers explorateurs à l'avoir découvert ont qualifié cet animal d'anomalie. Mais ne disons pas que l'exception confirme la règle. Pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il y ait des anomalies. Pour que le bien existe, il faut qu'il y ait le mal. Pour qu'il y ait le beau, il faut qu'il y ait le laid. Et pour qu'il y ait le juste, il faut qu'il y ait l'injuste. Et Thierry Rouleau comme Pyrame, le voilà donc cet étrange animal qui, de cette fait disgracieux, a détruit l'harmonie de la création. Non, mesdames et messieurs, c'est un peu court. On peut dire bien plus en parlant le ton et le locuteur. Le ton tout d'abord. Agressif. Moi, monsieur, si on me faisait cadeau d'un tel animal, il faudrait sur le champ que je le noyasse. Amical. Le pauvre doit être la risée de son voisinage. Il faudrait sur le champ trouver un chirurgien esthétique pour lui refaire le visage. Descriptif. Il est laid. Il est horrible, il est affreux. Que dis-je, il est affreux. C'est le parangon de la laideur. Pédant. L'ornithorynque est le seul animal pouvant rivaliser avec la créature qu'Aristote appelle hippocampe éléphantocamélos, qui donne la laideur et l'ambassadeur. Admiratif. Quelle harmonie avant-gardiste digne des grands peintres abstraits que cette alliance de formes divergentes. Militaire. Mettez-le en première ligne. À sa seule vue, il faut abattre en retrait l'ennemi. Le locuteur aussi. M. Stéphane Ancel, par exemple. Ouais, c'est mignon. Un panda serait quand même plus d'effet. Et si en plus vous rajoutez un enfant malade à côté, alors là, la petite pleure. Monsieur Lafargue aussi. Ornithorynque, absent. Monsieur Frédéric Ancel, qui n'est malheureusement pas là. Les mots que subit la communauté ornithorynque sont inadmissibles. Je réalise d'ailleurs à ce sujet le premier colloque international pour la réhabilitation de l'ornithorynque et sa réinsertion en milieu champêtre. Malheureusement, cet animal hors du commun a bien des égards et menacé d'extinction. Rendez-vous compte, pour qu'un ornithorynque naisse, il faut qu'un castor copule avec un canard.
et qu'un serpent qui passe par là à ce moment, à l'esprit un peu mal tourné, se dise là, il y a moyen de s'amuser. Un petit pour à trois. C'est bien pour ça que l'ornithorynque qui est surtout présent en Australie, pays où nos peurs c'est légal. Ça facilite la chose. Mais en réalité, nous êtres humains, pouvons nous juger cet animal et selon quel critère? D'un autre point de vue, n'est-ce pas nous, les ornithorynques de la création? Merci. Ça a dû laisser le popper pour les trucs. Et les toilettes. Non, mais pas. On reste un peu dans le blanc dans ce cas-là. Sinon, bravo. C'était le dernier candidat. Le meilleur pour la fin. Je sais pas. Monsieur Lafargue est là. Mais donc, oui, non, belle prestation. Et puis merci à vous d'ailleurs d'avoir. Bon, c'est pas fini, mais. Bon, je conclurai après. Quel beau sujet. Ça t'a inspiré. Bon, ce sera bien beaucoup de montage. Tu vas me laisser passer ça. Mais non, mais c'était très sympa. Et puis, voilà, capacité de rebondir sur un sujet comme ça. Trouver des références. Il y a eu de la recherche aussi. Donc, la marque Cyrano et tout. Cyrano de Bergerac. Quand je parlais dedans, non, je parlais pas en et l'enfant chinois, ça c'est la même chose. François? Non, mais je rejoins. Mais sur le plan purement technique, je parle pas du fond, je suis pas surpris. Mais non, il y a une force de conviction, il y a une capacité à convaincre l'auditoire. Et après, c'est vrai que le sujet était un peu absurde, mais le était bien. Eh bien, voilà. On n'est pas loin d'avoir fini. En tout cas, je ne regrette absolument pas d'avoir proposé un concours de France. Même si ce n'était pas évident dans l'organisation, même si on a été un peu de succès, du coup, on a prévu plusieurs autres sessions, etc. Vraiment, ça. Il y a une sorte de libération, quoi. Ça libère l'énergie, ça libère la parole. On voit aussi les gens qui ne seraient pas du tout intervenus et sur des sujets parfois sympas, parfois un peu absurdes. Donc, j'ai beaucoup de plaisir. C'est à la fois très égoïste et en même temps, c'est dans le partage. C'est le cas de ce qu'on faisait tout à l'heure. Non, j'ajoute simplement que tous ceux qui sont passés cet après-midi, mais qui sont partis après, c'est pas très fair-play, donc à mon avis, on va les disqualifier. On va en discuter. Voilà, c'est là où on retrouve François Lafargue. Non, c'est ça. Ah, si. Non, Et finalement, aussi, on parle de ça. On va vous libérer et juste pour conclure, il y aura encore d'autres tours de sélection mercredi et jeudi prochain et surtout la finale et elle sera lundi 25. Donc avec le jury qui s'y présente plus Monsieur Blondet, votre frère, Monsieur Lopez, beaucoup pour la